Bonjour, c'est l'instant Lovecraft, le 21. Vous vous rappelez, l'autre jour, j'ai parlé de ce livre qui avait beaucoup influencé H.P. Lovecraft au moment de se lancer dans l'abîme du temps, The Shadows of Time. Henri Béraud, Lazare, en France en 1925, aux États-Unis en 1928. Des fois, on me dit que mes traductions de Lovecraft sont un peu tordues et que c'est pas du français comme on est habitué. Mais écoutez comment il parle français, lui. Le lendemain, vers midi, Jean suivait la rampe de la gare de Lyon. Sa petite valise à la main, il se dirigeait très vite vers l'entrée du métro. Le temps gris et lourd l'accablait sans le réchauffer. Il se sentait transi. Ayant fui l'hôpital en homme qui doute encore de sa délivrance, il avait dans le rapide nocturne compté les heures jusqu'au jour, et il ne s'était pleinement rassuré qu'en traversant à toute vapeur les gares et les jardins de la banlieue sud, Paris approchait où il pourrait à son tour se perdre, déjouer l'implacable vigilance de ce docteur Hugues, armé contre lui d'un pouvoir sans contrôle. Lui donner son adresse, ah bien oui. Il se félicitait d'avoir éludé la question, et maintenant, Paris approchait, des banlieues plus noires, plus grouillantes, décelaient au bord de la voie le voisinage de la ville. Jean l'attendait comme le bon Havre. Il en oubliait ses craintes, la menace de cette ombre tapie, furtive ou guetteuse, qu'il avait cru si souvent reconnaître contre des murailles, derrière l'innombrable convoi des passants. Il ne voyait de Paris en ce moment que cette force d'absorption, de creuset social, où l'homme qui aspire à disparaître n'est bientôt que vapeur et souvenir. Les hauts murs d'un labyrinthe, une masse de faubourgs gigantesques érigés jusqu'aux nuages, une terre grondante rongée de galeries souterraines, une multitude d'aventuriers, de yankees, de demi-nègres, de cocaïnomanes et de gamins affairistes, le caravansérail de Babel tournoyant aux lumières de Montmartre, la pègre de la danse et de la boxe, une basse orgie et des vols au grand jour, tout cela que l'exaltation de Jean composait en fresques tumultueuses lui promettait une nouvelle confiance dans son destin. Il serait libre désormais. Rue Saint-Sauveur, il déchanta. Les concierges qui détestaient ce locataire mystérieux, Monsieur Mourin n'avait, durant 6 mois de séjour, reçu ni une lettre ni une visite. Venait d'alerter la police. Feignant de croire à une fugue ou un accident, il prétendait faire ouvrir par un serrurier la porte de son logement. Le retour inopiné de Jean mit fin à ses projets, mais les gens de police tenaient à clore une espèce d'enquête pour laquelle ils avaient mobilisé 2 agents et interrogé le voisinage. Jean s'affola. Que le secret de sa vie pût être percé, que son cas pût, selon les journaux, servir de pâture à la curiosité des gens, il n'avait jamais pensé à cela. Il courut chez le commissaire. Il trouva derrière un box dont les coudes des plaignants et des flics avaient usé la bordure un employé de mine paterne, et la voix bourrue qui, levant la tête, lui demanda « Qu'est-ce ?» Jean se fit connaître. « Ah ouais, dit l'employé, vos papiers. Voici mon livret de famille. » Tirant d'un casier une pincée de procès-verbaux, l'autre se mit à écrire. Il se dictait à lui-même. « Mourin Jean Albert, né à Fontenay-le-Comte, Vendée, le 5 mars 1879, de Pierre-Auguste et de Marie Bérard, rentier, veuf de Jeanne Blanche, née Thévenet, le 12 août 1881, à Sainte, de Louis et d'Anaïs Violet. » Puis, se tournant vers Jean, « Vous vivez très seul, paraît-il, et un peu en original. C'est votre affaire. Seulement, lorsque vous vous absentez, il vaut mieux prévenir le concierge. À quoi bon, je ne reçois point de courrier. Je sais, enfin, cela vous regarde. Je vous donne un conseil. Vous en ferez ce que vous voudrez. » Jean reprit son livret de famille, que l'autre lui tendait tout ouvert, veuf. Le mot lui tomba sous les yeux. On l'avait inscrit en 1906, quelques mois après son internement à l'hôpital. Ainsi la vie, sa vie légale, avait continué, lui étant pis que mort, dépouillé de son âme. Il pensait à ces choses en regagnant à petits pas la rue Saint-Sauveur. Et soudainement, il se souvint que dans la poche de son veston se trouvaient encore les 2 photographies de Gervais. Le voici qui retombe dans ses doutes. Le mouvement des rues l'entoure comme un chaud tourbillon. Des gens pressés le bousculent. Il suit son chemin sans rien éprouver qu'une sensation de vide et d'inconsistance.
Il arrive rue Saint-Sauveur, il se sent regardé. Les boutiquiers, pour qui cette heure d'après-midi est repos, semblent attendre son retour. On parle de lui. Jean, d'une manière confuse, éprouve le sentiment de son importunité dans un monde où la flânerie ne se distingue pas du vagabondage. Lui-même se trouve insolite. Timidement, il passe devant la loge des concierges et furtif, il gagne le 5e étage. Tout semble dormir. Jean se glisse dans son logement. Chaque chose occupe sa place ordinaire. Un rayon d'or au mur, un portrait au pastel fait de lui jadis par l'oncle Claude, qui dessinait habilement. Le piano est ouvert. Tout repose dans l'égoïste intimité des ermitages. Jean, presque heureux, s'assied dans son fauteuil, chasse sans effort les seins de ses soucis. Que ne peut-il être toujours ainsi? L'oubli ne viendra-t-il donc pas avec la douceur résignée de vivre en homme parmi les hommes? Et le miraculé pense longuement à ce petit cimetière dauphinois où, durant une heure ensoleillée, il subit le choc délicieux d'une vraie douleur humaine. Henri Béraud, Lazare, roman fantastique, 1925. Tout va bien, il est plus disponible. Mais des fois, on peut arriver à le trouver en occasion, mais il sera dans le domaine public qu'en 2026. Il faut attendre encore 10 ans. Ciao, merci. Le prochain, ce sera le 22.